Rebonjour. Un pays, une veste de couleur. On va accueillir le Brésil. Donc l'ère de la croissance à tout prix est terminée. Aujourd'hui, l'e-commerce, c'est rentabilité avant tout. Vous le savez, on est dans un cycle inflationniste. D'autres pays l'ont vécu aussi avant nous et le vivent encore. Et donc l'objectif, c'est de faire avoir un partage d'expériences. Et donc je vais appeler sur scène Alexandre Cicconi, cofondateur de Vitex, et Louise, je n'ai pas son nom de famille, je suis désolée, journaliste, qui va venir l'accompagner sur scène. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. C'est un grand plaisir d'être ici au One to One Monaco. Aux côtés d'Alexandre Soncini, qui a tout juste atterri de Sao Paulo pour cette keynote. Alexandre, est-ce que tu peux te présenter? Oui, c'est sûr. Donc, bon après-midi à tout le monde. Je m'appelle Alexandre Soncini, je suis un des cofondateurs de Vitex et je suis brésilien. Peut-être vous demandez pourquoi je parle français. J'ai vécu à Paris quand j'avais 8 ans. Et probablement, la dernière fois que j'ai parlé au public en français, c'était au lycée, au Brésil. Donc, ça fait 25 ans que je ne parle pas français, mais ça va. Il me manque des mots, mais on va essayer ici. Merci. Donc, Vitex est une plateforme de e-commerce. On a 3400 sites de e-commerce en 38 pays différents. On a commencé en Amérique latine, ça fait 20 ans. Donc, ça fait beaucoup de temps. Et les 15 dernières années, moi, j'étais principalement dans l'expansion commerciale de la boîte. En Amérique latine, j'ai vécu au Mexique pendant 1 an. Ça fait 7 ans que je vis aux États-Unis. Et aussi, j'accompagne très proche l'expansion ici en Europe. Donc, je suis ravi d'être ici. Et pour commencer, j'aime bien toujours parler un petit peu de notre expérience dans le e-commerce, du premier client, ou ce qu'on considère notre premier client, qui était Walmart au Brésil en 2007. Donc, on a commencé à travailler avec eux, sa première site de e-commerce au Brésil. Ils avaient 500 magasins physiques et ils voulaient avoir un site de e-commerce totalement intégré en 2007 pour déjà avoir une unique vue du client. Donc, c'est ça qui a aidé à commencer notre plateforme et la modularité de la plateforme. Et aujourd'hui, on a des clients comme Carrefour au Brésil et en Argentine, on a Decathlon au Brésil, on a Cartier, Montblanc au Mexique, on a des enseignes comme Motorola et Whirlpool qui travaillent avec nous de manière globale. Donc, on a plusieurs clients dans le globe. Donc, merci Sophie. Un cœur d'expertise sur le retail alimentaire. Donc, on est là pour parler d'e-commerce et d'une équation compliquée, évidemment, qui est donc comment atteindre la rentabilité dans un contexte inflationniste. En 2 mots, je me présente, Sophie Baquet, donc je suis la rédactrice en chef de Mind Retail. Je vous invite à scanner, pour ceux qui ne nous connaissent pas, ce QR code pour recevoir notre dernière édition sur le thème justement de la crise du pouvoir d'achat. Donc Mind Retail, nous on est un dispositif d'intelligence économique porté par le groupe Mind avec une publication mensuelle et un format de club de retailers. Donc tous les mois, nos membres se réunissent pour des échanges en off entre acteurs du secteur. Donc pour poser un petit peu le sujet qui nous réunit, on a essayé en fait de montrer sur ce graphique que l'inflation est finalement quelque chose de très relatif, puisque on voit qu'en France et aux États-Unis, donc les courbes noires et bleues, on est historiquement sur une inflation très très contenue. Effectivement, voilà, les courbes sont vraiment similaires, alors qu'effectivement le Brésil, la région LATAM est beaucoup plus volatile. L'Argentine a connu une période d'hyperinflation en 2001. Le Brésil, donc, qui est votre marché historique, a connu des pics à 9% en 2015, en 2016. En 2021, donc ils étaient à 8%.
et près de 10% en 2022. Donc effectivement, on voit que c'est un marché qui peut nous enseigner un certain nombre de tactiques côté retailer. Et pour rappel, quelques chiffres. Donc les chiffres d'Eurostat, en fait, disent que l'inflation sur les produits alimentaires était à 7,3% en France en 2022. Et donc dans ce graphique, on est sur une inflation totale pour la France à 6% en 2022. Donc c'est effectivement on a monté une marche, très clairement. Certains économistes parlent aussi de rattrapage, puisque ça faisait effectivement plus de 30 ans que l'inflation était très basse. Le mois dernier, Zalando a annoncé des licenciements qui sont estimés à 5% de la masse salariale. Back Market a aussi annoncé 13% de réduction d'effectifs. Alexandre, on voit qu'on est effectivement donc dans une ère de l'argent qui est devenue beaucoup plus chère. Comment est-ce que les e-commerçants priorisent leurs arbitrages dans ce contexte? Non, c'est une très bonne question et je crois qu'avec cette information d'inflation-là, on peut voir que le contexte inflationnel en Amérique latine, c'est le normal. C'est ce qu'on a dans tous les jours là-bas. Donc, et c'est ce qu'on voit qui va se passer dans les prochaines 2-3 années au moins, avec États-Unis et principalement des pays importants ici d'Europe. Donc, je crois que si on peut faire une évolution du passé, on a commencé avec le e-commerce très simplifié et on a évolutionné dans une manière que, principalement durant la pandémie, la croissance, elle était à tout prix. Donc, si tu n'étais pas rentable, mais tu avais des bons chiffres de croissance, ça, c'était ce qui était important. Et ça fait 6-12 mois que ça a changé de nouveau et qu'on rentre dans une ère de rentabilité. Donc, on voit principalement les retailers qui étaient en train de rechercher une croissance à tout prix, de changer la stratégie et de focaliser dans la rentabilité et pas seulement ou pas dans la croissance. Donc, je crois que connecté à ça, le e-commerce, c'est pas facile. Donc, je ne vais pas lire ces numéros-là, mais la conclusion, c'est que le taux de conversion de e-commerce, c'est super bas. Donc, le coût d'acquisition est très haut. Et en dessus de ça, on a principalement dans l'acquisition le paid media comme le principal chemin d'acquisition de clients qui devient de plus en plus cher. Donc, dans les dernières 5 années, le paid media pour acquisition de clients dans le e-commerce a augmenté 35%. Et la mauvaise nouvelle, c'est que ça ne s'arrête pas. Donc, on voit principalement dans les pays avec cette difficulté du contexte inflationnel et la focalisation dans la rentabilité, les retailers en train de rechercher de manières différentes d'augmenter les chiffres d'affaires, que ce soit pas seulement en la croissance des investissements dans le marketing de paid media pour le e-commerce. Donc ça, c'est la big picture. Mais justement, Carrefour, Elodie nous disait ce matin que l'e-commerce n'était pas rentable pour Carrefour comme pour beaucoup de retailers traditionnels. Quand on est e-commerçant, tu l'as abordé, c'est Rakuten qui nous disait ce matin que les coûts d'acquisition digitale explosent. Alors, on l'a vu particulièrement depuis le Covid, mais il nous donnait un chiffre entre 2013 et 2022 des coûts d'acquisition e-commerce digital, donc plus 222%. Toi qui es dans ce contact permanent avec vos clients retailers, en quoi est-ce que cette hausse des coûts impacte la stratégie de marketing de ces acteurs ? Donc cette hausse de coûts nous fait penser à comment on peut éventuellement augmenter les chiffres d'affaires avec des différentes stratégies.
Et donc, j'ai des informations ici que je voulais partager. Ce graphique-là, il montre la variation du panier moyen qui compare le nouveau client avec les clients réguliers de 2013 à 2022. Donc, on peut voir ici que les nouveaux clients de 2013 à 2022, le panier moyen a baissé. Et de l'autre côté, les clients réguliers, ils augmentent les achats. Donc, j'emmène cette information-là parce que je vois aujourd'hui principalement les retailers qui investissent 60-70% de son temps en acquisition de clients et pas en comment travailler les clients réguliers ou comment fidéliser des nouveaux clients, etc., qui en général sont beaucoup plus rentables. OK. Et là, on est sur quel secteur? Alimentaire ou non Ça, c'est alimentaire? général. Ça, c'est général, États-Unis. Et de nouveau, si on parle de comment on peut faire pour éventuellement une des stratégies, si on va plus dans l'opérationnel, de comment travailler la base de clients. J'aime bien ce framework-là qui s'appelle DORO, de Direct and Organic Recurring Orders, qui est un framework qui t'aide à diviser, à partager ta base de clients en 4. Donc, il y a une règle en comment on partage par le panier moyen, mais aussi par le nombre d'achats, de commandes que ce client a fait dans une période spécifique. Et donc, tu peux séparer au moins dans ces 4 différentes catégories-là, les VIPs, les compulsifs, les réticents et les opportunistes. Et en général, travailler une différente stratégie de communication, de promotion avec chaque groupe de clients. Parce qu'éventuellement, tu sais que les clients VIP, ils vont revenir dans le website beaucoup plus, avec une fréquence beaucoup plus haute et ils vont acheter beaucoup plus. Donc, éventuellement, tu peux les donner des promotions différentes que les autres clients ou les nouveaux clients. Donc, comment est-ce qu'on peut travailler, investir plus de temps dans les stratégies pour travailler la base de clients qu'à l'envers, que investir du temps en travaillant l'acquisition des nouveaux clients. Donc ça, c'est un des défis qu'on a dans le futur, parce que si on veut atteindre la rentabilité, on a besoin de nous différencier aussi dans la forme qu'on fait les campagnes et les clients et les promotions. Et est-ce que sur les différents, c'était pas une question prévue, mais elle me vient là, sur les différents marchés où vous opérez, voilà, à la fois Amérique du Nord, LATAM ou Europe, est-ce que tu vois une différence d'approche des retailers entre acquisition et fidélisation? Oui, je vois une différence d'approche, principalement si on parle d'Amérique latine. En Amérique latine, principalement dans les principaux pays, pour se différencier, c'est pas facile. Donc là-bas, on voit beaucoup plus de travail en comment je peux intégrer mieux mon opération physique avec mon opération digitale pour vendre la commodité. À la fin, le client aujourd'hui, il veut acheter du temps. Donc même si le prix n'est pas le meilleur prix, mais tu offres quelque chose qui va l'aider à recevoir le produit plus rapidement, ou d'une manière moins coûteuse dans la livraison, peut-être il va choisir acheter de ton site que du concurrent, même si le prix n'est pas le meilleur. OK. Donc tu nous parlais de Carrefour, notamment comme parmi vos clients cœur. Est-ce que tu peux nous expliquer, voilà, bien expliquer à la salle ce qui a été réalisé avec eux en 2022 et quel est le bilan? Non, parfait. Donc, j'ai trois exemples de cas qu'on a travaillé ensemble pour partager ici avec des différentes stratégies. Mais Carrefour, c'est principalement, et j'ai emmené ce cas-là dans un côté parce que c'est une boîte française et de l'autre côté parce que le message, c'est important. C'est le bec au basique. Donc, Carrefour, dans les derniers
9 mois, est en train d'améliorer l'intégration entre le physique et le digital, principalement dans une vision d'avoir la vision presque dans real time des produits qui sont disponibles dans les magasins physiques aussi, et utiliser le magasin physique comme des petites warehouses pour le e-commerce. Donc, pour faire du pick-up in store, du drop-shopping, du cross-docking et tout ça. Donc, ils utilisent les magasins physiques d'une forme très sophistiquée pour garantir qu'ils puissent faire la livraison plus rapidement dans un coût plus bas. Et ça a augmenté dans des clients qu'on a travaillé ensemble dans les derniers 12 mois. On a vu des clients augmenter 30% les ventes en ligne seulement en améliorant l'intégration avec le physique et le digital. Donc de nouveau, c'est quelque chose qu'on parle dès 2007. On a parlé de Walmart en 2007 et c'était déjà un objectif de Walmart en 2007. Mais toujours, jusqu'aujourd'hui, on voit beaucoup d'opportunités dans cette intégration physique et digitale. On écoute beaucoup parler de Artificial Intelligence, par exemple, que ça va résoudre tous les problèmes des retailers. Et c'est très sexy, éventuellement. Et je ne dis pas qu'on n'utilise pas, on utilise aussi. Mais peut-être on voit le manque de focalisation dans ce qui réellement est important pour fixer la base de l'opération et être plus, je dirais, efficient. Et pour Carrefour, quel était le brief de départ quand ils sont venus vers vous? Donc, quel était leur besoin? Quand ils sont venus, ça fait plus ou moins 2 ans, ils étaient en train de chercher, et on va parler un petit peu de l'économie d'essai, ils étaient en train de chercher une solution plus agile. Aujourd'hui, on a besoin d'avoir une solution qui nous permette de faire des essais avec 0 CAPEX, et éventuellement très peu de OPEX. Donc, une solution qui n'est pas chère du tout et qui puisse nous permettre d'essayer plusieurs des choses. Et avec l'information qu'on a de ces essais, on va décider quel est le chemin qu'on doit y aller. Et pas avec la perception des personnes ou d'une équipe de qu'est-ce qu'on doit faire qui va être basé dans cette perception de l'équipe. On doit baser nos décisions dans le data, et principalement avec cette économie d'essai, ça nous permet à essayer plusieurs choses et faire les décisions avec plus d'informations. OK. Donc, vous avez aussi donc, un certain nombre de clients retailers spécialisés. Tu me parlais de CEA, qui est très, très puissant au Brésil. Ils ont 280 magasins et une activité assez avancée sur le plan de l'omnicanalité. Comment est-ce que leur e-commerce s'est transformé depuis 2020 et est-ce qu'il y a des bonnes pratiques qui ont perduré? Oui, non, très bonne question. Oui, on a CIA aussi et c'est un des principaux exemples qu'on utilise pour parler du commerce conversationnel. CIA, pendant la pandémie, ils ont activé un canal de WhatsApp pour les clients qui voulaient continuer à acheter des produits. Donc, la pandémie les a poussés à accélérer une implémentation d'un canal WhatsApp de commerce conversationnel. Et aujourd'hui, même après la pandémie, on dirait, 40% des ventes digitales de CIA au Brésil viennent des transactions qui sont faites par WhatsApp. Donc, aujourd'hui, on voit beaucoup de gens qui parlent du commerce conversationnel, mais très peu d'applications réellement efficientes. Donc, ça, c'est un exemple très bon qu'on a emmené. Et du coup, chez CIA, c'est opéré comment au niveau des magasins? Ça veut dire que tous les vendeurs ont leur device? Pas tout, mais la majorité des vendeurs dans le magasin, ils ont le device et ils utilisent le temps ocieux des vendeurs dans le magasin physique pour faire les transactions. Donc, c'est pas... Il y a un call center, mais ce n'est pas le call center qui est le cœur de l'opération de WhatsApp.
ils utilisent aussi le temps ocioux des vendeurs qui sont dans les magasins pour faire des ventes dans WhatsApp. Et c'est combien tu me l'avais dit, le nombre d'utilisateurs de WhatsApp au Brésil? C'est plus de 200 millions d'utilisateurs. C'est WhatsApp, voilà. La pénétration de WhatsApp au Brésil est la plus grande. Mais j'ai vu aussi dans d'autres pays des applications similaires, pas avec WhatsApp, mais avec iMessage ou Telegram. Ça dépend du pays et de la région. La pénétration va être plus haute ou plus basse. Par exemple, aux États-Unis, personne n'utilise WhatsApp, mais ils utilisent beaucoup le iMessage. Donc, on a vu des cas de conversational commerce qui sont dans le iMessage aussi, comme base d'application. OK. Et pour CA, l'étape du paiement, elle se fait... où est-ce qu'est conclu l'achat? Au début, elle était faite dans une buy page. Donc, le vendeur envoyait un link pour le buy page. Maintenant, avec la capacité que le WhatsApp a permis, ils font dedans le WhatsApp déjà. OK. Un autre est-ce que tu nous as partagé pas mal d'exemples sur le marché brésilien. Est-ce que tu as un autre exemple d'une pratique qui se développe au Brésil et qui serait moins développée ici en France? Oui. Donc, j'ai emmené Samsung. Ce cas-là, c'était au Chili, mais c'était un cas intéressant de live shopping. Je ne vois pas beaucoup de live shopping ici en Europe en général. Ça a commencé en Asie, c'est super fort en Asie. Et Samsung au Chili a dit pourquoi pas faire un pilote, essayer du live shopping. Ils ont lancé un nouveau téléphone avec une action de live shopping et ils ont réussi à vendre plus d'1 million de dollars en 40 minutes. Donc ça a été mind-blowing pour eux parce qu'ils n'espéraient pas, je ne sais pas, vendre 50 unités, ils ont vendu beaucoup plus de ça. Donc, on voit de plus en plus le live shopping qui est connecté avec le commerce conversationnel se développer aussi comme une autre manière de se différencier dans le e-commerce. Pour toi, c'est vraiment une tendance forte oui. au Brésil. C'est une des choses qu'on investit beaucoup. OK. Et chez des retailers locaux qu'on connaît moins ici, est-ce que tu as d'autres exemples? J'ai 2 exemples que je voudrais partager. Un, c'est un retailer spécifique de lingerie qui a commencé un programme d'affiliés et a pris ses principaux consommateurs pour commencer à vendre, à faire la promotion et vendre promotion. Et le link de promotion, si un client revient dans le website et ferme la commande, ce consommateur-là, ce client-là qui a fait la promotion gagne une commission. Donc, ils ont fait ça parce qu'ils avaient beaucoup de clients très fidèles. Et après 3 mois de ce programme d'affiliés, ils ont réussi à avoir le programme représentant 20% des ventes. Donc, le programme d'affiliés, c'est aussi quelque chose qu'on voit beaucoup. Et le dernier, c'est le Endless Aisle. Donc, on a une marque très pertinente de lunettes qui, aujourd'hui, fait 15% des ventes dans le magasin physique de l'inventaire du digital. Donc, avec le Endless Aisle, si le client ne rencontre pas ce qu'il est en train de rechercher dans le magasin physique, il peut faire la commande dans le magasin physique, il va recevoir chez lui après, sans coût de livraison. Ça représentait 2% avant la pandémie et ça représente aujourd'hui 15% des ventes du magasin physique, le Endless Aisle. Tu peux nous donner le nom de l'enseigne de lingerie au Brésil sur le premier exemple? Le nom de l'enseigne, ça s'appelle Honeybee. Honeybee, yeah. OK. C'est vrai qu'en France, on a peu d'exemples, mais Yves Rocher, par exemple, en Italie, la vente justement assistée par des ambassadrices, c'est une énorme partie des ventes e-commerce pour Yves Rocher Italie. OK. Pour avancer, on voit que les retailers ont un enjeu de legacy important en termes d'IT. Voilà, le patron de Decathlon Singapour me disait récemment qu'un des enjeux pour accélérer sur le lancement de la marketplace, c'était évidemment l'unification des plateformes e-commerce et qu'il y avait encore plusieurs pays d'Asie qui n'avaient pas fait cette bascule.
certains étant encore sous Magento, etc., ou d'autres plateformes. Qu'est-ce qui, selon toi, Alexandre, déclenche, voilà, dans une époque aussi où l'argent est cher, donc l'argent est rare, qu'est-ce qui va déclencher le démarrage d'un projet structurant en termes d'IT? Non, parfait. Donc, on a 1 minute ici pour finir, mais c'est le dernier message. Donc, on a parlé de la partie d'investir dans la base de clients. On a aussi parlé dans des initiatives de comment se différencier dans un marché plus compétitif. Mais la technologie, c'est la base de tout. Donc, ce slide-là, il est moche, pas par hasard. C'est parce que plusieurs retailers qu'on parle, ils ont des legacy dans son structure. Et c'est le spaghetti model qui est très coûteux. Donc, on voit des retailers qui dépensent de 4 à 6% des ventes en ligne avec la technologie. On a évolué dans une ère de headless, le best of breed. Donc, tu peux composer la solution avec 10, 12, 15 autres solutions. Ce n'est pas aussi très efficient et on atteint une ère du composable. C'est une solution où tu dois éventuellement rechercher un TCO idéal de 1,5% pour aider à atteindre la rentabilité. Donc, l'évolution de technologie est aussi nécessaire et renouveler la technologie est important. Les retailers, en général, ils attendent pour faire ça parce que c'est très douloureux, mais c'est un mal nécessaire. Donc, on doit aussi accélérer ces procès-là. Et donc, VTEX est une des solutions qui vous permettent ça, mais on n'est pas ici pour parler de VTEX. Si vous voulez connaître VTEX, on a le stand dans l'espace d'exposition. Et avec ça, je finis. Je passe le mot à Sophie pour conclure et finir la présentation. Eh bien, non, mais donc on est effectivement sur une année 2023 qui sera de plus en plus, compliquée en termes d'équation de rentabilité, avec des arbitrages à faire, des arbitrages d'investissement. Et des arbitrages également importants à faire pour continuer à financer la transition écologique, puisque c'est également un des aspects en haut des feuilles de route des retailers. Donc voilà, merci pour votre attention et très bon salon à tous. Merci beaucoup. Merci.